Bonsoir et bienvenue dans le club de 28 minutes. Journalistes, experts et dessinateurs débattent dans la bienveillance et la nuance, vous le savez, de l'actualité de la semaine. Et notamment de la guerre qui fait rage au Moyen-Orient, un conflit auquel officiellement la France ne participe pas. La France est dans une position défensive. Elle répond à une demande de pays attaqués. Voilà la position de la France, défensive, réponse à des pays attaqués avec lesquels nous avons des accords de défense. Alors voilà pour les déclarations, mais dans les faits, la France, qui a des bases militaires dans la région, peut-elle se tenir complètement à distance? N'est-elle pas déjà partie prenante malgré elle? Peut-elle se contenter d'un rôle humanitaire? On en débattra. Et puis, préparez-vous pour la dictée, s'il vous plaît. Notre invitée de la semaine est en quelque sorte une influenceuse de la langue française. Karine Dijoux est professeure de lettres et dans ses livres, comme sur Instagram, elle nous donne ses astuces pour éviter le globish ou le franglais au choix. Et en fin d'émission, comme chaque semaine, on retrouvera le monde vu par David Castello-Lopez. Bonsoir David. Bonsoir Benjamin. Qu'avez-vous ce soir dans votre monde des choses si singuliers, s'il vous plaît? Je vais vous parler de l'échec. Je ne sais pas si vous savez, mais l'échec est devenu cool. Ah ben on espère, super, donc on peut se planter. Voilà, un aperçu du sommaire, c'est parti. Marjorie Adelson, Frédéric Seyss, bonsoir à vous. Bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue à nos 3 clubistes de ce vendredi. Et honneur aux petits nouveaux ce soir, Léo Rossel, bonsoir. Bonsoir. Alors on ne bisute pas ici, hein. Soyez rassurés, tout va bien merci. se passer. Ça me rassure. Ah voilà, c'est peut-être Jean Quatremer, mais il le fera après en coulisses. Alors vous êtes enseignant en sciences politiques à Paris-Dauphine, Léo Rossel, et vous êtes membre de la rédaction du média en ligne Le Vent se lève. Votre dernier livre, on le voit apparaître, La Sécu, une ambition perdue, est paru aux éditions Lattès. À vos côtés, Isabelle Durand, qui est une habituée. Bonsoir Isabelle. Vous êtes experte au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Je rappelle que vous avez été vice-première ministre de Belgique et vice-présidente du Parlement européen. Et puis, notre vénérable, il en faut toujours un dans une émission, Jean Quatremer. Bonsoir Jean, journaliste. Appelez-moi le vénérable. Voilà, c'est comme ça. Avant c'était le sage, maintenant c'est le vénérable, au choix. Journaliste, spécialiste des questions européennes. Et au pupitre, pour illustrer l'émission, l'ami Éric Truand. Bonsoir Éric. Bonsoir. Dessinateur de presse. Vous êtes membre de Cartooning for Peace et vous contribuez quotidiennement aux médias en ligne, sans doute. Voilà, actu. On va y passer tout de suite. La première actualité, Frédéric, un nouveau label, le Made in Europe nous attend. Oui, il a fallu d'ailleurs des mois de tractation et de report pour finalement aboutir à cette préférence européenne, comme on l'appelle. Concrètement, dans les secteurs stratégiques et uniquement les secteurs stratégiques comme l'automobile ou les batteries électriques, eh bien les constructeurs devront utiliser des matériaux ou des composants majoritairement fabriqués en Europe. Dans le cas contraire, pas de subvention publique, c'est clair. Une réglementation pour enrayer la chute de l'industrie européenne. 200 000 emplois industriels perdus en moins de 2 ans. Ce plan vise avant tout la Chine, même si ce n'est pas présenté comme ça, bien sûr, puisque d'autres pays comme le Japon ou le Royaume-Uni pourront, eux, bénéficier des mêmes avantages que les entreprises européennes, sous condition. Jean Quatremer, ce début de protectionnisme, pour vous, c'est une bonne nouvelle pour l'Europe ? Il était temps, on a juste 24 ans de retard, depuis que la Chine est entrée dans l'OMC. En 2000, oui. C'est exactement. Et donc, immédiatement, on a vu que c'était déséquilibré puisque nous n'avons rien négocié du côté de la Chine. C'est-à-dire que la Chine a pu garder ses marchés publics fermés, imposer un certain nombre de conditions aux investissements étrangers. Vous savez qu'on ne peut pas ouvrir d'entreprise en Chine, sauf si elle est co-dirigée par un Chinois. On n'a absolument rien négocié sur la monnaie, sur le dumping, etc. C'était quelque chose d'absolument incroyable. Et donc, ils nous ont joyeusement pillés. Je vous rappelle quand même que c'est Nicolas Sarkozy qui a vendu la technologie du TGV, des trains à grande vitesse, aux Chinois, sans contrepartie, et ça a été un pillage total. Donc là, ce qu'on leur fait, c'est qu'on leur renvoie enfin la monnaie de leur pièce. On leur dit, maintenant, puisque dans certains secteurs stratégiques, ceux où nous sommes en retard et où on a absolument besoin de la technologie chinoise, c'est-à-dire la voiture électrique notamment et les batteries, eh bien, on va faire la même chose avec vous. Bien joué. Léo Rossel, virage protectionniste appréciable, bienvenue ou pas? Alors en effet, on peut penser que c'est une bonne chose qu'il y ait comme ça un changement de paradigme, en tout cas l'annonce d'un changement de paradigme, que les élites dirigeantes européennes se soient mises d'accord sur la nécessité d'une politique industrielle.
En revanche, quand on regarde d'un peu plus près le texte, donc, ce fameux accord, on voit qu'il a été énormément édulcoré par rapport à ce fameux label Made in Europe. En fait, il est assez trompeur parce que tous les pays qui ont passé un accord de libre-échange avec l'Union européenne pourront aussi en faire partie. C'est quand même 80 pays en tout. Et donc, condition de réciprocité. Voilà, exactement. Mais au bout du compte, on peut quand même se poser la question du sens de ce Made in Europe quand ce sont des produits qui ont été fabriqués, en effet, au Royaume-Uni, au Canada ou au Japon. Alors, vous parliez de changement de paradigme, mais c'est vrai qu'historiquement, la Commission européenne était plutôt favorable au libre-échange, à la concurrence. C'est un mystère pour personne, au point que le commissaire européen au marché intérieur, Stéphane Séjourné, ancien ministre d'Emmanuel Macron par ailleurs, parle lui de révolution idéologique. Ce que je vous présente aujourd'hui, ce n'est pas un simple changement de mode d'opératoire, c'est un changement de doctrine. Nous devons renforcer nos secteurs stratégiques en Europe, car sans base industrielle forte, pas de modèle social européen, pas de transition climatique, pas d'autonomie stratégique. Et c'est vrai, Isabelle Durand, qu'il y a un léger parfum de cocorico. On entend aussi le gouvernement français qui dit c'est grâce à la France qu'on a enfin obtenu cette victoire idéologique. C'est à ce point-là, selon vous? Je ne sais pas si c'est grâce à la France, parce que le débat a été très vif au sein de la Commission pour aboutir à ce projet d'accord. Et rappelons bien que ce n'est qu'un projet d'accord. Il doit encore passer le cap du Conseil et du Parlement. Donc on n'est pas au bout de l'histoire. Ensuite, oui, moi je suis plutôt favorable à l'idée d'instaurer un certain nombre, de sortir de l'échange, du libre-échange aveugle et à sens unique. Parce que finalement, de l'autre côté, que ce soit en Chine ou aux États-Unis ou dans d'autres régions du monde, où là on a de la protection énorme. Donc sur le fond, plutôt bonne idée. Par contre, je me demande comment est-ce qu'on va, à supposer que tel qu'il est l'accord passe, comment est-ce qu'on va contrôler tout ça? Est-ce qu'on a les moyens justement? Est-ce qu'on a l'arsenal juridique? On parle des voitures. Bon, les voitures, on dit 30% de composantes produites en Europe. Il faut contrôler ça. Comment est-ce qu'on fait? On dit que les batteries doivent être, mais alors la composante des batteries, on risque d'avoir un système qui n'est pas simple. Si on dit 100% des voitures vont être made in Europe, ce serait évidemment beaucoup plus simple, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et puis le deuxième problème, c'est ce que vous évoquiez, c'est les pays partenaires. Voilà, ou bien on fait un made in Europe avec quelques ajustements, mais avec 80 pays, je ne sais pas trop bien comment est-ce que... On est trop ouvert, alors, rapidement? De toute façon, il faut bien comprendre que c'est un texte de défense contre la Chine, c'est pas contre le reste du monde. Il ne s'agit pas de se fermer au reste du monde. On n'est pas Trump, on n'est pas les États-Unis de Trump. Nous ne sommes pas entrés dans cette logique. Si on rentrait dans la logique américaine, on reviendrait aux années 20, c'est-à-dire à un protectionnisme généralisé qui a abouti à la Seconde Guerre mondiale. Donc il faut quand même juste avoir ça en tête. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est rester ouvert au reste du monde, se protéger de la Chine. Je rappelle par ailleurs que la Commission a dit, juste en un mot, vient de fermer tout le marché de l'acier et de l'aluminium, qui est un secteur stratégique et qui désormais est interdit au monde entier. Donc c'est vraiment une révolution, je pense, idéologique à laquelle on assiste. Alors, Éric Truand, on va lui demander son avis à notre dessinateur maison. Vous, ce qui vous inquiète, c'est le shopping. Ce qui inquiète la pauvre princesse dans sa forteresse moyenâgeuse ou futuriste, puisque c'est un nouveau paradigme, c'est sa commande Chine. Oui, qui va être taxé d'ailleurs, les petits colis. Merci Éric. Frédéric, on passe à votre duel de la semaine, et c'est pas banal, une bataille éthique entre intelligence artificielle. Absolument, Benjamin. À ma gauche, OpenAI, l'un des leaders mondiaux de l'intelligence artificielle. Vous utilisez peut-être son modèle ChatGPT, qui a réponse à tout ou presque des recettes de cuisine, à la rédaction d'un CV par exemple. À ma droite, une société concurrente, Anthropic. Elle, son outil s'appelle Claude, avec là aussi une puissance de calcul magistrale utilisée notamment par les entreprises pour améliorer leur productivité. Mais derrière ce duel de machines, il y a aussi des sentiments très humains. Tiens, sur le plateau, je ne sais pas s'il y a des gens que vous détestez au point de ne plus pouvoir leur serrer la main. Eh bien, en tout cas, les patrons de ces deux entreprises, regardez, c'était en Inde il y a quelques semaines, n'arrivent même pas à se serrer la main tellement ils se détestent. On les voit là, un petit peu à droite, vous voyez. Tout le monde se serre la main, sauf eux. L'inimitié est à ce point. Alors pourquoi tant de haine entre ces deux grands patrons, d'autant qu'ils ont travaillé ensemble il y a quelques années. Exactement, ils ont été collègues, ils travaillaient ensemble à OpenAI jusqu'en 2021, puis l'un d'entre eux, Dario Amodei, a claqué la porte. Il accuse Sam Altman de chercher le profit à tout prix au détriment de la morale. Lui, Dario Amodei, revendique
pratique en tout cas une IA avec des garde-fous, une certaine limite éthique. Et il a fait les frais de ce positionnement tout récemment, puisque l'administration Trump a sanctionné l'entreprise Anthropic. Elle a été placée sur liste noire. Elle refuse de déployer certaines technologies au service de l'armée américaine. Explication du patron d'Anthropic. We have said to the Department of War that we are okay with all use cases, basically 98 or 99% of the use cases they want to do, except for two that we're concerned about. One is domestic mass surveillance. Case number two is fully autonomous weapons. Les armes autonomes, autrement dit les robots tueurs qui peuvent comme ça tirer sans aucune supervision humaine. Hors de question de fournir de l'intelligence artificielle à ces instruments-là, dit Dario Amodei. Voilà pourquoi il a subi les foudres de toute l'administration Trump, à commencer par le ministre de la Guerre, c'est comme ça qu'il s'appelle désormais, Pete Hegseth. Dans un tweet dit « Anthropic a donné une véritable leçon d'arrogance et de trahison ». Et puis le commandant suprême des forces armées, Donald Trump, le président lui-même, y est allé de son poste sur les réseaux sociaux. Il estime que l'entreprise Anthropic est woke, radicale, de gauche. Au moins c'est fait. Il reste que d'autres entreprises de l'IA, elles, ont accepté les conditions du ministère de la Guerre américain, dont OpenAI, la maison mère de ChatGPT, ce qui a provoqué une indignation de beaucoup d'utilisateurs. En gros, je n'ai pas téléchargé OpenAI et ChatGPT pour servir à ça. Il y a même eu des manifestations devant le siège social d'OpenAI. Vous voyez, c'est à San Francisco, en Californie. À l'inverse, un record de téléchargement pour l'IA Claude, qui appartient à Anthropic, une sorte de soutien des consommateurs. En quelque sorte, le grand public a donc tranché entre une IA au garde à vous et une IA avec des garde-fous, si l'on peut dire comme ça. Isabelle Durand, l'argument de l'administration Trump, de son côté, c'est de dire « Oui, mais écoutez, en face de nous, il y a des régimes autoritaires qui, eux, n'ont aucune limite éthique avec leur propre armement, alors il ne faut pas qu'on se laisse distancer. » C'est un argument qui vous convainc, ça n'a pas l'air. Non, il ne me convainc absolument pas, parce que je pense qu'à fortiori, quand il s'agit d'armes autonomes, on a besoin à tout prix de garde-fous, on a besoin de régulation, on a besoin de règles, et je ne peux en aucune manière me reconnaître dans cette vision, parce que les autres le font, on va faire pareil. Donc je crois qu'en effet, et on a d'ailleurs un champion européen avec Mistral, et donc je pense que lui aussi prend des positions qui sont des positions qui visent à, certes, il ne faut pas que la régulation soit complètement étouffante, mais elle doit être présente, et surtout pour les questions de sécurité, les questions militaires ou de défense. Alors on va citer d'ailleurs Mistral AI, son modèle s'appelle Le Chat, comme ça on va citer aussi le champion français. Léo Rossel, alors peut-être qu'on peut voir Anthropic comme le chevalier blanc, il faut quand même nuancer cette image puisque l'entreprise a été mise en cause en justice pour avoir pillé des millions d'ouvrages pour nourrir sa machine, je le signale au passage. Malgré tout, est-ce que l'Europe devrait investir à la fois sur ses solutions domestiques et peut-être même passer contrat avec Anthropic pour la récompenser de sa vertu ? Comme on l'a dit, il y a déjà une intelligence artificielle européenne et française Mistral. Donc je pense qu'on peut déjà commencer par avoir une préférence pour elle, par la favoriser. Moi, ce que je trouve intéressant par rapport à ce débat, à ce fameux duel entre les deux intelligences artificielles, les deux modèles, c'est que les conditions que OpenAI dit avoir négociées pour accepter cet accord sont précisément celles qui avaient été refusées par Trump à Anthropic, à savoir notamment le fait de ne pas être utilisé pour un usage militaire direct sans responsabilité humaine, et également le fait de ne pas servir à la surveillance de masse de la population américaine. Donc on voit aussi qu'il y a des enjeux sans doute idéologiques derrière ce fameux duel. Le fait que Sam Altman ait un proche, en tout cas un soutien de Donald Trump, alors même que Dario Amodei avait soutenu Kamala Harris. Quand on pense que les Chinois sont en train de développer des armes dotées d'intelligence artificielle entièrement autonomes, la question que pose l'administration américaine n'est pas complètement imbécile. Le jour où on aura une guerre face aux Chinois et on va se dire exactement ce qui s'est passé avec les drones, mon Dieu, on ne les avait pas vus venir. Je ne souhaite pas ce modèle-là. Je souhaite un modèle effectivement de régulation, un modèle où tout le monde se respecte. On ne fait pas la guerre, on s'aime les uns les autres. Très woodstockien, c'est plutôt ça. Sauf qu'en face, on a des non-woodstockiens qui veulent nous faire la peau. Donc il faut commencer à y penser. La réelle politique nous dit Jean Quatremer. Et vous, Éric Truand, vous, c'est plutôt intelligence artisanale. Dites-nous, qu'est-ce que c'est ? Oui, il me semble avoir décelé la raison pour laquelle Trump a été convaincu par OpenAI. Miroir, miroir, suis-je le plus grand chef de guerre de tous les temps ? Avec un miroir qui est alimenté par ChatGPT.
Ah, il a le même, Jean Quatremer de Miroir à la Maison Utile. Merci, Éric. Frédéric, on reste dans cette actualité iranienne pour s'interroger cette fois sur le rôle de la France dans la guerre. Oui, est-ce le début d'un engrenage auquel on assiste? Emmanuel Macron a décidé mercredi d'envoyer un porte-avions et une frégate en Méditerranée. Il a aussi autorisé les avions ravitailleurs américains à pouvoir faire escale sur une base française, en l'occurrence celle d'Istres, dans les Bouches-du-Rhône. Pour autant, la France n'est pas engagée dans ce conflit, dit Emmanuel Macron. C'est ce qu'il a répondu, en tout cas, à une jeune internaute qu'il avait interpellée sur Instagram. Bonjour Monsieur Macron, j'espère que vous allez bien. Bonjour Fatima, je voulais vous répondre, c'est Emmanuel Macron. Alors la France, elle ne fait pas partie de cette guerre. Nous, on n'est pas au combat et on ne va pas s'engager dans cette guerre. Alors la France pas engagée, dit le chef de l'État. Voici donc la précision. Pourquoi mobiliser tous ces moyens militaires? Précision de la ministre des Armées, Catherine Vautrin. Voilà la position de la France, défensive, réponse à des pays attaqués avec lesquels nous avons des accords de défense. Et quand on dit qu'on a un accord de défense, on nous demande de l'activer, nous l'activons. C'est cela la fiabilité de la parole française. Voilà, allusion notamment aux accords conclus avec les Émirats arabes unis, où la France possède 3 bases dans la région, Émirats qui ont été attaqués par plusieurs milliers de drones et de missiles par l'Iran. La France interviendrait donc seulement en protection de ses alliés. Les Rossel, c'est une position qui vous semble tenable? C'est une position qui reste tenable tant que la France n'est pas plus directement menacée et attaquée potentiellement par l'Iran. Je pense que la position que devrait quand même tenir le gouvernement français, c'est plutôt celle d'une désescalade, justement, de participer à un règlement et à une défense de la paix dans cette histoire, et ce, dans le respect du droit international. Isabelle Durand, est-ce que la France elle a intérêt à clarifier vraiment sa position ou au final, est-ce qu'elle est audible? Est-ce qu'elle est toujours audible aujourd'hui sur la scène internationale? Mais évidemment qu'on marche sur une ligne de crête, parce que qu'est-ce que ça veut dire être engagé dans une guerre? Bon, j'entends ce que dit la ministre, et elle a raison. C'est en effet un accord défensif. Mais néanmoins, on a déjà eu cette question, vous vous rappelez, en Ukraine, lorsqu'il fallait savoir si on allait envoyer des missiles de longue portée. Est-ce qu'effectivement, en soutenant les Ukrainiens, on était déjà dans l'attaque à la Russie ou pas? Donc c'est très compliqué de rester sur cette ligne de désengagement ou de défense stricte, d'autant plus que, quelque part, l'Union européenne dans son ensemble, bien indépendamment de la France, on est quelque part en première ligne, parce que la guerre, elle est aussi une guerre énergétique. Donc vous direz qu'on est déjà en guerre ou pas? On est déjà en guerre, enfin on n'a pas des troupes au sol et on n'est pas en train de creuser des tranchées. On a ciblé des missiles, la France a ciblé des drones, a visé des drones. Mais elle est sur une ligne. Elle a été visée sur ses bases militaires. Non, bien sûr. Et donc, la France est sur une ligne très, très compliquée pour rester à la fois dans quelque chose de défensif et en même temps, si ça va dépendre de la durée, évidemment, de cette guerre, ou bien c'est terminé la semaine prochaine, mais à la fois, l'Iran a tout intérêt à ce que la guerre dure très longtemps et au contraire, les États-Unis, et donc par définition la France, ont tout intérêt à ce qu'elle soit courte. Oui. Ce sur quoi nous avons d'ailleurs assez peu de pouvoir ou de capacité. Et d'ailleurs, Jean Quatremer, la même Catherine Vautrin qu'on voyait ministre des Armées, a plutôt minimisé la frappe de drone sur une base aux Émirats. Elle a dit, voilà, il y a juste un dégât matériel, un hangar qui a pris feu. Autrement dit, ce n'est pas un casus belli pour que la France aille plus avant dans cette guerre. Elle a bien fait. Elle a bien fait, ça je n'en sais rien, parce que je trouve que la position traditionnelle de la France, on va chercher l'apaisement. Historiquement, on a vu ce que ça donnait. On a cherché l'apaisement avec la Russie, ça a quand même été un échec majeur. Rappelez-vous les coups de téléphone d'Emmanuel Macron à Vladimir Poutine pendant quasiment un an. En rien, on s'est ridiculisé, on est monté en puissance extrêmement lentement, et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a fait souffrir les Ukrainiens pendant 4 ans, pour rien, on aurait pu peut-être raccourcir la guerre en l'aidant massivement. Alors là, de Villepin en 2003 sur l'Irak, c'est plutôt le contre-exemple. Voilà, mais en 2003, il n'y avait aucune raison d'attaquer l'Irak qui ne violait pas le droit international. Je veux dire que quand même, il ne faut pas oublier que l'Iran, c'est un pays qui depuis 40 ans viole le droit international et qui a attaqué les intérêts français. Je rappelle l'opération Drakkar au Liban qui a tué 89 soldats français. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être offensif et pas uniquement défensif? Je pense que pour l'instant, la position française est la bonne. C'est-à-dire que si nous sommes ciblés, si les Émirats arabes unis ou le Qatar sont attaqués alors que nous avons des accords de défense avec eux, là, il faut cogner et pas dire ce n'est pas. Mais aujourd'hui, cogner, c'est intercepter, par exemple, les missiles. Et puis, deuxième question, mais là, je n'ai pas de réponse, qui est la deuxième question, qui est maintenant que le régime est blessé, le régime iranien est blessé, qu'il attaque tous azimuts autour de lui, qu'il tente de répandre le chaos, qu'il va activer des cellules terroristes dans tous les pays occidentaux, est-ce que là, on n'a pas tous intérêt collectivement à mettre ce régime
à genoux pour que la guerre s'arrête. Donc, on peut pas aller négocier avec lui jusqu'au à genoux, bout mais comment de Bruxelles. À la guerre. Donald Trump a dit on va continuer jusqu'à la capitulation. Non, rien n'est sûr. Alors, Est-ce qu'il faut qu'on soit plus impliqués Puisque vous avez parlé du Liban, il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, qui menace le Liban, c'est justement la coalition des États-Unis et d'Israël, avec le sud du Liban, notamment la banlieue sud C'est le Hezbollah de Beyrouth, qui a tiré le premier. avec la banlieue sud donc de Beyrouth, qui est Les bips qu'on avait placés, on va laisser terminer Léo. écrasée par l'armée israélienne. Et d'ailleurs, je pense que l'une des marges de manœuvre que possède la France et notamment Emmanuel Macron, ça va être justement le règlement de cette question libanaise. D'ailleurs, ils se sont entrevus, Emmanuel Macron s'est entrevu avec le président du Liban à ce sujet. Et plus que sur le reste du conflit, en effet, où on a très peu de prise, je pense que sur le règlement de cette question libanaise, Emmanuel Macron va pouvoir davantage influencer. Mais pour venir au bout de ces régimes épouvantables du Hamas, du Hezbollah, je ne sais pas, mais je ne suis pas du tout convaincu que la méthode utilisée soit nécessairement la bonne. On a vu les beepers qui avaient été placés, vous vous rappelez, sur les téléphones des cadres du Hezbollah. Soi-disant, Israël nous dit à ce moment-là, c'est réglé, on en a éradiqué. Ben, c'est pas du tout réglé. On a vu ce qui se passait. On a vu ce qui s'est passé à Gaza. Maintenant, on voit que les gardiens de la révolution, je croise les doigts pour qu'on en finisse. Néanmoins, je ne suis pas convaincu que cette seule stratégie de l'éradication, comme elle est présentée, elle fait énormément de dégâts et de souffrances. Et par-dessus le marché. Ceux qui ont souffert, c'est les 40 000 ou 50 000 ou 60 000 manifestants tués en 2 bien jours. Sûr, eux aussi, et dont tout le monde s'est fichu. On s'en est pas fichu. Aujourd'hui. On va suivre bien sûr cette actualité, les amis. Un dessin d'Éric, un fil à la patte pour Emmanuel Macron. Oui, un dessin qui répond peut-être à la question posée Jean à l'instant. Chercher l'apaisement est-il vain? Si c'est pas vain, ça va mal se finir. C'est Macron qui lit Résider sur la terre de Neruda. Oui, Pablo Neruda, un livre qu'il avait sur son bureau lors de son allocution de début de semaine. Merci Éric. On reste au Moyen-Orient pour notre une internationale, c'est celle du quotidien espagnol El Periódico qui estime dans son édition d'aujourd'hui que, je cite, l'Iran peut tenir 6 mois face aux Américains et aux Israéliens. L'Espagne qui a clairement dit son opposition à cette guerre par la voix de Pedro Sánchez, le Premier ministre socialiste, a d'ailleurs refusé de laisser les forces américaines utiliser 2 de ses bases dans le sud du pays. En rétorsion, Donald Trump, le président américain, furax, a menacé de cesser complètement les relations commerciales avec l'Espagne. Jean Quatremer, est-ce que c'est du courage politique ou un anti-américanisme électoraliste, comme le dit la droite espagnole ? Moi, je pense que c'est effectivement de l'électoralisme pur. D'abord, si l'Espagne ne veut pas que les États-Unis utilisent des bases de l'OTAN, c'est quand même leur base, on va dire les choses clairement, dans ce cas-là, on se retire de l'OTAN. Il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Il n'était pas prêt à donner 5%. Il avait raison. Attendez, c'est pas une guerre de l'OTAN. 5%, il n'en a pas voulu. Je termine juste. Donc, je pense que là, il est tenu par son extrême gauche, qui est l'équivalent de LFI chez nous, et il est parti seul au combat contre Trump. C'est-à-dire que tout le monde dit que les Européens n'ont pas été solidaires, mais il n'a consulté personne avant de prendre sa décision. Et maintenant, on nous enjoint, les Espagnols nous enjoignent, d'être solidaires avec eux face à Trump. Mais attendez, il fallait en discuter avant. C'est ça la politique étrangère européenne. Alors, Isabelle. La politique étrangère européenne, parlons-en, parce qu'il y a quand même plus qu'un désaccord, pas seulement sur cette question, mais sur beaucoup d'autres. On l'a bien vu sur Gaza, on l'a vu sur d'autres dossiers. Mais soit, moi je pense, Sanchez a fait un choix qui est aussi basé, je pense, sur la mémoire des Espagnols sur ce qui s'est passé en 2003, quand Aznar a tout seul accepté de partir, alors que la France, à l'époque, prenait des positions beaucoup plus raisonnables. Donc il va être le villepin, quelque part, je ne sais pas, mais en tout cas, il a je pense, avec cette position, il a un soutien. Alors, est-ce que c'est pour sa survie politique ou est-ce que c'est... Je n'en sais rien, on le verra. Mais il faut le suivre ou pas? Est-ce qu'il faut le suivre dans cette position? Je pense qu'il est dans une posture qui est correcte du point de vue du droit international. Ça, oui. En 2003, Au risque de vous étonner peut-être, je ne suis pas vraiment d'accord avec Jean Quatremer. Je pense qu'au contraire, c'est une position très courageuse et qui prend sa source aussi dans, comme vous l'avez dit, la société espagnole, la culture espagnole. Il ne faut pas oublier que le cœur du message de Sanchez, c'est non à la guerre. Ce slogan qui, en effet, était celui qui a été utilisé en 2003 lors de grandes manifestations à Madrid et à Barcelone. L'Espagne, c'est un pays très pacifiste, dont la population est très pacifiste. Il y a eu un sondage qui est sorti là aujourd'hui qui montre que plus de 68% de la population est contre la guerre justement en Iran. Et c'est un facteur.
Et c'est un facteur de grande popularité pour Pedro Sanchez, en effet, qui peut ainsi resserrer les rangs de la gauche, parce que c'est vrai qu'il y a une unanimité, un consensus au sein de la gauche espagnole sur cette question, comme d'ailleurs il y a un consensus au sein de la gauche française. Et donc c'est un assez bon coup pour lui aussi. Je rappelle juste qu'en 2003, la France n'était pas membre de l'OTAN, enfin de la structure militaire intégrée, et donc nous n'avions pas de base. Donc vous dites qu'il faut une solidarité espagnole, c'est ça? Avec intérêt, j'attendrai de voir si la Belgique s'opposerait à l'utilisation par les Américains de bases de l'OTAN. Mon gouvernement risque en effet de suivre les États-Unis et d'en dire bien meurtri. Je me permets juste de rebondir là-dessus. L'Espagne, c'est quand même aussi le pays de Guernica. Et vous parlez justement de ces bases américaines en Espagne. Elles datent de 1953. Elles étaient le fruit d'un accord entre les États-Unis et la dictature de Francisco Franco. Village martyr pendant la Seconde Guerre mondiale. Merci à tous les trois. Éric Truand, un dessin. Alors, quel est votre avis à vous? Alors, c'est pas tant un avis qu'un petit peu de recul. Pendant ce temps, il y a Poutine qui vit sa meilleure vie, puisqu'il regarde en direct la saison 1 de cette guerre. Et dès la saison 1, les Américains ont réussi à tuer le méchant et à trouver un nouveau héros espagnol. Oui, bravo, pendant ce temps-là, bravo à tous. La guerre en Ukraine se poursuit. Alors on va rester toujours dans cette région du monde pour votre point com. Marjorie, vous revenez sur les différentes polémiques, elles ont été nombreuses, qui touchent les influenceurs installés à Dubaï après les milliers de tirs venant d'Iran contre justement cette ville. Oui, c'est un Eldorado qui vacille depuis le boom des réseaux sociaux. De nombreux influenceurs français sont installés là-bas. Alors à quoi est due cette ruée? Eh bien à la fiscalité très avantageuse. Autre raison vantée par les influenceurs, la prétendue sécurité de la ville par rapport à la France. Mais ça, c'était avant que les missiles, vous le disiez, et les drones iraniens ne visent les Émirats arabes unis, et notamment Dubaï, et ne créent la panique. Oh putain, les missiles, regardez de chez moi! Oh putain! Là-bas, tu le vois ou pas? Ça pète encore! Il y a une grande guerre, il faut partir, on est des Français, hein. La France, protégez-nous, hein. Voilà, des influenceurs. On a du mal à retenir notre on les comprend, qui demandent donc à être rapatriés en France. Sauf que pour certains, ce revirement ne passe pas. L'influenceur Thibaut InShape, par exemple, qui lui vit dans l'Hexagone, ironise. Les influenceurs de Dubaï, finalement, on est bien en France, n'est-ce pas, nous dit-il. Alors, ce sarcasme divise. Nous traversons une situation grave et incertaine, nous dit cet internaute. Ce n'est pas vraiment le moment pour ce genre de message. Il faut savoir que l'influenceuse Nabila a, elle aussi, répondu à cette polémique. J'ai du mal à comprendre comment certaines personnes peuvent se réjouir ou faire de l'humour face à des situations aussi tragiques. L'humour, pourtant, comme d'habitude, Internet n'en manque pas. Le Gorafi, par exemple, nous apprend que Dubaï va riposter. Comment? En parachutant 3000 influenceurs sur Téhéran. Certains tweetos, eux, ont plutôt imaginé le vol retour des influenceurs. Retour sur Paris, vous le voyez, nous dit-on sur X. Pour d'autres, en revanche, la question cruciale, elle est ailleurs. Qui va accueillir les influenceurs à la sortie de l'avion? C'est l'URSSAF et le fisc qui se frottent les mains. Mais très rapidement, il faut dire, Marjorie, que la posture des influenceurs français a changé. Ils sont plus du tout alarmistes, bizarrement. Oui, exactement. Après l'angoisse et la peur, la plupart d'entre eux ont fait volte-face. We love Dubai. We feel safe here. Tout va très bien ici, ça nous montre juste d'un autre côté que Dubaï est préparé, que Dubaï reste safe et que Dubaï a une des meilleures défenses du monde entier anti-missiles et anti-drones. Nous, on ne regrette pas d'être installés à Dubaï parce que c'est safe, les gens ils ne vous volent pas, tu peux t'habiller comme tu veux, mettre les montres que tu veux, tu es en sécurité. Pourquoi, au final, ce rétropédalage? C'est surtout à cause d'un tweet. La police de Dubaï rappelle qu'il est interdit de partager des rumeurs ou tout contenu qui pourrait semer la panique. Le risque encouru, c'est la prison ou bien des peines qui peuvent aller jusqu'à 50 000 €. Un message qui rappelle que Dubaï, même si c'est une place économique puissante, reste un pays qui contrôle son image. L'influenceuse Maeva Guedam, que vous avez vue dans la vidéo, dit par exemple avoir été convoquée par la police. Depuis, elle donne même des nouvelles des tirs à sa manière. Il y a eu 0 mort à Dubaï. Donc nous sommes en sécurité. Voilà. Voilà, problème, selon le ministère de la Défense des Émirats arabes unis, ce jour-là, il y a eu 3 morts. Or, cette tiktokeuse, elle est suivie par des millions de personnes. On entre donc dans une désinformation. La police a également rappelé qu'il est interdit de photographier des débris, des explosions ou des sites sensibles. Plusieurs influenceurs, mais aussi de simples touristes, affirment que la police a saisi leur téléphone pour supprimer leurs vidéos. Isabelle Durand, qu'est-ce que ça révèle tout ça? Est-ce qu'on voit vraiment que Dubaï est prête à tout pour protéger son image?
Mais c'est un peu un géant au pied d'argile qui est aujourd'hui en train de trembler parce que son image, cette image de modernité, de sécurité, est altérée par ce qui se passe. Et donc tout est bon et les dispositifs de sécurité sont tels que ça permet d'essayer de faire taire tous ceux qui se plaindraient. Il y a quelque chose aussi qui est paradoxal parce que toutes ces personnes qui sont parties, influenceurs ou autres, parce que la fiscalité y est intéressante, aujourd'hui, il y a parfois, c'est vrai, du ricanement par rapport à leur demande de retour. Mais en même temps, ce sont des êtres humains et c'est normal qu'on les protège. Et de l'autre côté, il est vrai aussi que ils ont choisi de vivre dans un régime hyper sécuritaire qui leur rapporte de l'argent. Voilà, il y a des conséquences aussi à ça. Ce n'est pas qu'un paradis. Éric Truand. Hommage à un grand acteur américain. Oui, alors est-ce que c'est le vrai Brad Pitt ou le faux Brad Pitt? En tout cas, il y a une influenceuse qui a trouvé un moyen de contourner l'embargo sur l'appel à l'aide de Dubaï. Oui. Ici, c'est Brad Pitt. La France, s'il vous plaît, venez me chercher. On passe aux photos de la semaine. Et vous gardez la main, Léo Rossel. Vous avez tous choisi un cliché pour mettre en lumière une autre actualité. Et on commence avec vous. Donc, Léo, on part à Cuba. On part à Cuba, oui, tout à fait. Alors j'ai choisi cette photo en raison de la crise sanitaire et même humanitaire tout simplement très importante qui a lieu et qui a sévi sur l'île. Donc avec une population qui subit des coupures d'électricité, des coupures de courant qui durent parfois plus de 20 heures. C'est une situation qui dure depuis plusieurs années. Alors, pour rappel, Cuba subit les conséquences d'un blocus économique imposé par les États-Unis depuis 1962, mais cette situation s'est beaucoup aggravée à la suite des sanctions, des nouvelles sanctions de Donald Trump, de l'administration de Donald Trump, et puis d'autant plus avec l'intervention au Venezuela, puisque le Venezuela constituait l'un des principaux fournisseurs de pétrole pour l'île. Donc on a, comme je le disais, une situation humanitaire très grave. D'ailleurs, l'ONU a alerté à plusieurs reprises dans les dernières semaines sur le fait que les services essentiels comme la santé, l'alimentation ou l'éducation sont vraiment remis en cause et menacés. Et donc, c'est l'ensemble de la population cubaine qui en pâtit. Merci Léo. Isabelle, vous avez choisi, vous, dans la famille Trump, Mélania à l'ONU. Alors moi, je suis tombée de ma chaise quand j'ai appris qu'elle avait présidé le Conseil de sécurité. D'abord parce que je déteste les principes de First Lady. Ça n'a aucun sens. C'est un concept complètement suranné. Ça n'a rien à voir. On mélange des choses qui ne doivent pas être mélangées, premièrement. Deuxièmement, le paradoxe, c'est qu'elle a présidé le Conseil de sécurité qui, pendant cette session-là, discutait de la question des enfants dans les conflits au moment même où les bombes tombaient sur cette école en Iran qui a tué une soixantaine de filles ou de fillettes. Et donc, je trouve ça détestable. Je ne comprends pas même comment ça a pu être accepté qu'elle puisse présider la séance. Et je trouve que c'est une injure, si je peux dire, supplémentaire. L'ONU et le Conseil de sécurité n'ont pas besoin, en plus de cette image. C'est déjà assez compliqué. Éric Truand va aller dans votre sens, Éric. Oui, j'ai pas mieux. J'ai pas trouvé de blague ou de caricature au-delà de ce qui vient de se passer. Sauf de dire qu'elle représente peut-être les États-Goraphie d'Amérique. Les États-Goraphie d'Amérique. À vous, Jean, pour votre photo, vous avez choisi une drôle de statue. En Corée. On voit le leader coréen, le phare lumineux de l'humanité ou de la pensée humaine, le doigt sur le bouton nucléaire. Alors, ça m'amuse parce que ça me fait penser justement à ces grands appels au respect du droit international et à la souveraineté. Ben voilà, on a respecté la souveraineté nord-coréenne, on a laissé un dingue acquérir l'arme nucléaire, des missiles qui désormais peuvent atteindre l'Europe et les États-Unis. Nous ne sommes pas intervenus et voilà le résultat. Et il y a des moments. Pour vous, c'est sûr que c'est l'arme nucléaire, hein, c'est le bouton nucléaire. Pour moi, c'est le bouton nucléaire. D'accord. Et donc c'est vraiment, on voit bien, voilà. Et regardez le visage rigolard. C'est vraiment c'est du Trump. Et vous savez, ça avait été prévu, enfin, c'est quelque chose qui avait été prédit il y a 10 ans, justement, par Marco Rubio, qui avait fait un discours devant le Sénat en disant si on laisse faire l'Iran, ça sera comme la Corée du Nord, on interviendra trop tard, et à ce moment-là, ils seront dotés de l'arme nucléaire. Merci, donc, le droit Jean. National, Merci, Jean Quatremer. C'est l'heure d'accueillir notre invité de la semaine, s'il vous plaît, Karine Dijoux. Bonsoir à vous. Installez-vous. Vous êtes professeur de français, bienvenue dans 28 minutes, et une amoureuse de notre langue. Et c'est pour la transmettre et la défendre que vous animez depuis 2020 un compte Instagram très suivi, plus de 440 000 followers, juste un peu moins que 28 minutes, ou plutôt abonnés, je ne devrais pas dire followers. Son nom s'appelle Les Parenthèses élémentaires. Est-ce que c'est en hommage à Michel Houellebecq, Les particules élémentaires, ou pas, son livre? Absolument. Absolument. C'est un livre que vous aimez beaucoup, et un auteur que vous aimez beaucoup. Alors vous avez donc ce compte Instagram, et alors par exemple sur ce compte, eh bien,
bien, il y a des néologismes. Et l'un de ceux-là, c'est ortholâtre. Alors, vous vous permettez comme ça aussi de jouer avec la langue. On peut jouer avec la langue, même quand on est prof de français. Je l'ai inventé récemment, je me suis dit, j'ai envie de définir ce que je suis au fond de moi. Et donc, j'ai fait référence au grec ancien, orthos, qui signifie droit juste, qu'on a dans orthodontiste, orthophoniste, etc. Et puis l'âtre, qu'on a dans idolâtrie, ça vient du grec latreo, qui veut dire vénérer. Et donc, je vénère l'orthographe. Vous vénérez l'orthographe. Et d'ailleurs, vous la vénérez tellement que vous en faites des livres. Il n'y a pas que des comptes Instagram. Et dans le dernier, le français avec encore plus de style, qui est paru chez First Edition, eh bien, vous vous amusez en listant toutes ces heures du quotidien dans notre prononciation. Et par exemple, on ne dit pas sempiternel. On dit quoi alors? On est censé dire sempiternel, comme agenda, consensus. Quand on a le EN qui vient du latin, eh bien, on est censé le prononcer un. Bon. Et puzzle, alors on peut dire puzzle ou pas? On peut dire les deux, puzzle ou puzzle. Bon, une question, Frédéric. Vous expliquez aussi des expressions. Potron miné, des potrons minés, tôt le matin, d'où ça vient? J'adore, oui. Moi aussi je la trouve très mignonne. Eh bien, ça vient de l'écureuil, parce qu'initialement, au XVIIe siècle, c'était des poitrons jaquets. Jaquet, c'était l'écureuil. Sauf qu'on en voyait peu, mais l'écureuil nous tournait le dos. Le poitron, c'était son postérieur, qui vient du latin posterio, qui veut dire derrière. Et finalement, on voyait plus des minets, des chats. Et quand les chats, on le sait, dès le matin, ils nous réveillent très tôt, dès 5 heures du matin, pour réclamer leurs croquettes. Et puis, ils nous tournent le dos. Eh bien, c'est ça, c'est devenu des potrons minets. Et alors, cuculapraline, qui est une expression que j'aime beaucoup, d'où ça vient? Alors, on ne sait pas d'où vient le fameux cucu pour désigner quelque chose de niais. Donc cuculapraline, ça veut dire mièvre. Et c'est vrai que c'est une expression un peu nostalgique. On pense à nos grands-mères quand on utilise cette expression. Et ça vient peut-être du maréchal Pralin, qui a inventé les fameuses pralines, les amandes recouvertes de sucre, ou peut-être de l'île Pralin aux Seychelles, où les grosses noix de coco s'appelaient coco-fesses. Et donc, c'est par assimilation qu'on a dit cuculapraline. Oui. Et alors, Jean, vous avez une question? J'ai une expression que j'adore. Est-ce qu'on se connaît son origine? Je m'en cogne le coquillard avec une pince à huître. Est-ce que vous la connaissez? Alors, je ne la connaissais pas. Ben voilà. Ça sera pour votre prochain livre. J'en ai quelques-unes, si vous voulez. Sans cogner le coquillard, je l'avais déjà entendu, mais avec une pince à huître, écoutez, je trouve ça magnifique. Merci. C'est vrai qu'en plus, vous aimez la musicalité des mots. Pour vous, c'est important. Lequel, par exemple, vous apaise le plus? J'aime beaucoup suranné. Suranné. Et tous ces synonymes, c'est-à-dire désuet, obsolète. C'est moi. Mais vous n'êtes pas suranné, vous êtes vraiment dans l'air du temps. Non. Ça dépend des moments, pareil. Et alors, vous avez publié aussi un autre livre qui s'appelle 4 saisons, une année de langue française. C'est structuré comme une éphéméride. On doit dire une éphéméride et non pas... Eh ben voilà, Jean, on ne dit pas un éphéméride, mais une éphéméride. Et vous avez un moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Alors, il est vraiment tiré par les cheveux, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que souvent, on dit un éphéméride parce qu'on pense à un calendrier. Il faut penser à une fée, mais ridée. Une fée, mais ridée, une éphéméride. Oh là là. Vous saviez, vous, que c'était féminin ici autour. Vous pouvez le dire. J'aurais douté. Non, moi je savais pas. J'aurais mis au pluriel, moi. Donc on l'a dit, vous êtes également sur Instagram, sur les réseaux sociaux, on peut vous suivre, vous donner des conseils, vous faites des dictées. Pourquoi vous avez fait ce choix d'aller sur les réseaux sociaux? C'est moins pénible que le chahut en classe? J'ai les deux, puisque je suis toujours enseignante dans un collège classé REP+, à Paris. Donc j'ai besoin de beaucoup d'énergie. Vous n'êtes pas qu'une influenceuse alors? Non, pas du tout. Bon, ça va. Non. Et c'est ça qui m'inspire aussi, le langage des jeunes. Je trouve que c'est une véritable source d'inspiration. Et j'avais envie de transmettre à des adultes également. Donc ça fait comme ça, j'ai une tranche, un public beaucoup plus large que seulement ma salle de classe. Et justement, vous êtes en contact régulièrement donc avec des jeunes. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, ils ont un vocabulaire qui est moins riche? Parce qu'on critique toujours la façon de parler des jeunes, on dit ce qui s'appauvrissent, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je trouve qu'ils ont beaucoup d'inventivité. Et ce que j'adore, c'est voir tous les mots anciens, justement, daron, daronne. C'était de l'argot d'autrefois qui revient à la mode. Donc, est-ce que c'est plus pauvre? Peut-être, mais en tout cas, ils savent adapter leur langage. C'est-à-dire que quand ils s'adressent à nous, ils ne vont pas s'adresser n'importe comment comme ils le font à leurs camarades. Ouais. Mais vous avez toujours aimé consulter les dictionnaires. Ça, quand même, c'est surprenant. C'est quand même assez austère, un dictionnaire. Génial. Pour Jean, vous lisez les dictionnaires. J'étais petit, je lisais les littrés avec mon père. Mais c'est-à-dire, vous le preniez quand même Larousse avec des illustrations ou uniquement non, même pas.
Ah bon, J'ouvrais, et puis après, je me disais, mais je prends une autre page au hasard, je me dis, mais ça, c'est merveilleux, et je découvre comme ça. D'accord. Il y a des mots, alors aussi, que vous aimez ressusciter en quelque sorte des mots oubliés. Sapide, par exemple. Oui. Alors, c'est le contraire de quoi, sapide? D'insipide. Alors, insipide, tout le monde le connaît. Ouais. Alors que sapide, donc ça veut dire qu'il y a du goût. Et plutôt que de dire d'un aliment qui a du goût, on peut dire qu'il est sapide. On l'a dans l'agroalimentaire, où on va parler d'agents de sapidité. Donc ce sont des agents qui donnent du goût aux aliments. Oïkophobie? Oïkophobie. Oïkos, la foule. Donc c'est la peur de la foule. C'est la peur c'est la haine de son foyer en fait. Ah, oikos, la maison. La maison. Ah oui, j'étais dans ophlophobie. Oui. Ah, voilà. Ah, un helléniste. Bon, il y a un dernier. Édénique. Oui, édénique. Donc c'est en rapport avec l'Éden, le paradis. Donc c'est quelque chose qui nous apaise, qui nous fait du bien. Bon. Eh ben, on vous remercie. C'était assez édénique. Voilà. Ce moment-là. Voilà. Bah oui, je vais vous faire cadeau un livre à Jean. Il a été sage ce soir. Merci encore. Je rappelle donc que vous avez ce compte Instagram. On peut y aller, parenthèses élémentaires. Et puis donc ces deux livres, l'un chez Le Robert et l'autre First Edition. Merci encore à vous, Karine Dijoux. Et vous avez un dessin d'Éric Truand qui vous est dédicacé. Une double dédicace à la fois à vous et à Jean. Ah. Parce que je ne comprends pas, j'ai juste dit coquillard. Ah ben vous avez cassé vos lunettes. Hein. J'ai juste dit coquillard. Ben voilà. Hein. Ça vous apprendra. Jean, merci Éric. Et voici le moment de retrouver notre ami David Castello-Lopez. Le voici, le voilà. Bonsoir David. Bonsoir. Chaque semaine, David, vous soulevez des sujets bien particuliers. Taisez-vous, Jean, s'il vous plaît. Et on va écouter, c'est le moment de David, et vous en parlez donc de ces sujets à votre manière, disons singulière. On s'en régale, votre chronique s'appelle Le monde des choses. Le monde des choses, le monde des choses. Et ce soir, David, vous nous parlez de l'échec. Oui, je suis en vie depuis moins longtemps que vous, Benjamin, mais je suis tout de même assez âgé pour avoir vu le monde changer. Et en particulier, j'ai vu énormément de choses qui n'étaient pas cool devenir cool. J'ai vu le sac banane, par exemple, passer du sommet de la gloire dans les années 80 au tréfonds de la ringardise 10 ans plus tard, avant de regagner les sommets du cool depuis une dizaine d'années, portés en bandoulière, comme on le voit ici. J'ai vu l'énergie nucléaire, qui, quand j'avais 25 ans, était considérée comme un Satan définitif, devenir une énergie tendance, branchée, de gauche. Mais il y avait quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est que l'échec est devenu cool. Depuis 15 ans, j'ai vu des dizaines de sujets, de conférences, de reportages, de podcasts sur des hommes et des femmes, souvent issus, il faut le dire, du monde des start-up, qui se vantent d'avoir échoué. Alors, il faut être honnête, il y a une condition absolue à ce que l'échec soit cool, c'est qu'il n'ait été qu'une étape sur la route du succès. Si vous ne faites que échouer, l'échec, ça restera pas cool. Tous les gens qui communiquent sur leur échec, donc, le font à un moment où ils ont cessé d'échouer. Et finalement, ce qui pourrait apparaître comme de l'humilité, « Oh là, j'ai échoué », est en réalité une façon mal déguisée de se faire mousser. Observez la vigueur avec laquelle j'ai lutté contre l'adversité, je suis vraiment super. En tout cas, l'échec est tellement cool aujourd'hui qu'il fait l'objet d'une exposition au Musée des Arts et Métiers à Paris, exposition qui s'appelle Flop. Première chose bien, qui ne concerne pas l'exposition Flop, mais le Musée des Arts et Métiers dans son ensemble. Vous vous souvenez du cheval en métal qui a galopé sur la scène le soir de l'inauguration des Jeux Olympiques? Eh ben, il est exposé dans la cour du Musée des Arts et Métiers et c'est agréable de le voir de si près, d'autant plus que toutes les 5 minutes, il s'active, comme le soir en question, avec ses pattes articulées et son visage tout vide. Personnellement, j'ai adoré. Alors, l'exposition Flop elle-même, elle est constituée de plusieurs salles dans lesquelles sont exposés principalement des dizaines et des dizaines d'objets et de projets qui ont échoué très très fort. Il y en a quelques-uns qui sont un peu évidents, genre le Titanic. Voilà, le Titanic, un bateau dont on s'accorde à dire qu'il était quand même bien foiré. Mais il y en a plein que je ne connaissais pas et qui sont hilarants. Il y a 7 immeubles, par exemple à Londres, dont la façade vitrée et concave concentre les rayons du soleil sur le trottoir d'en face. Résultat, ceux qui se trouvent sur ce trottoir fondent comme du beurre, y compris les gens. Il y a ces lunettes de soleil avec lecteur MP3 intégré commercialisées en 2004 qui coûtaient l'équivalent de 740 €, soit beaucoup plus que le prix d'une paire de lunettes et d'un lecteur MP3 séparé. Échec commercial de grande qualité. Il y a des publicités ratées aussi, comme celle-ci pour un gel douche pour femmes de la marque Dove, avec un avant et un après.
Et effectivement, la peau semble mieux après qu'avant, sauf que juste en dessous du avant-après, ils ont mis 3 femmes classées de la plus noire à la plus blanche. Et donc, on a l'impression que plus vous êtes blanc, mieux c'est. Et que, accessoirement, grâce à ce gel douche, vous allez devenir blanc. Et personne chez Dove ne semble s'être dit « Ah, c'est mieux de ne pas faire cette pub comme ça. » Et enfin, il y a mon objet préféré de cette exposition, ce pull pour enfants de la marque Zara. Un haut rayé avec une étoile de shérif jaune, une étoile de shérif. Et malheureusement pour Zara, le côté shérif est passé un petit peu au second plan. Si vous voyez ce que je veux dire, et je suis sûr que vous voyez ce que je veux dire, mais encore une fois, il faut croire que chez Zara, ils ne voyaient pas. Et donc ce haut, bien sûr, il a été mis en vente en ligne, puis retiré immédiatement de la vente quelques heures plus tard. On comprend. Mais il y a aussi dans l'exposition toute une section consacrée à l'échec comme chemin cool vers la réussite. Vous vous souvenez du bebop, le bebop, ce proto-téléphone portable français qui n'a pas fait long feu, mais qui annonçait la réussite du téléphone portable. Le Minitel aussi, super pionnier en France. Et bien sûr, l'avion de Clément Ader qui date de 1890, un avion ultra beau à voir, mais qui avait l'inconvénient quand même d'être incapable de voler, ce qui est quand même embêtant pour un avion. Bref, allez voir cette exposition, c'est drôle et c'est cool. Merci David, on ira à cette expo, on ira même avec vous si vous voulez revenir avec nous. Merci David. Et un dessin pour la route pour le week-end, dans 8 jours, on vote. Faudrait pas l'oublier, Eric. On va retourner à nos considérations municipales dans quelques jours. Et donc, j'ai dessiné une autre chose qui n'a pas marché, qui est passée de cool à pas cool. L'insoumis, le sous-marin insoumis. Et puis, glou, glou, glou. Gluxmi, glou, 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 glou. Voilà, des prononciations qui ont fait parler. Merci Eric, merci à vous autour de cette table. Merci à tous ceux qui préparaient cette émission. Merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. On sera là demain aussi. On vous attend pour le club international de 28 minutes samedi. Rendez-vous à 20h05 et on se quitte en musique avec Serge Gainsbourg en écho à notre invité de la semaine en relisant ta lettre. À demain, tchuss. En relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait 2. C'est toi que j'aime, ne prends qu'un M par-dessus tout. Ne me dis point, il en manque un, que tu t'en fous. Je t'en supplie, point sur lui, fais-moi confiance. Je suis l'esclave, sans accent grave, des